Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight à la une de l'actualité. Il y a 5 ans, le 17 décembre 2010, le Tunisien Mohamed Bouazizi s'immolait par le feu, un acte qui marquera le début du printemps arabe. 5 ans après, l'heure est au bilan. Sommet anniversaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il s'est ouvert ce mercredi à Abuja, au Nigeria. Un gros plan dans ce journal. Et puis les remaniements successifs au ministère des Finances ne passent pas en Afrique du Sud. Des milliers de personnes ont manifesté à travers le pays ce mercredi pour demander la démission du président Jacob Zuma. Mais avant de développer ces titres, nouvelle évolution de l'actualité. En Libye, ça y est, après des mois de laborieuses négociations, les représentants des parlements rivaux ont enfin signé ce jeudi, sous l'égide des Nations Unies au Maroc, un accord sur un gouvernement d'union nationale, un accord censé sortir le pays du chaos dans lequel il est plongé depuis plusieurs années. Il prévoit notamment la tenue prochaine de nouvelles élections. Il y a 5 ans, jour pour jour, le 17 décembre 2010, un commerçant tunisien de 26 ans s'immolait par le feu, marquant ainsi le début du printemps arabe. 5 ans après, où en est la Tunisie? Élément de réponse avec Paul de Singwe. Il y a 5 ans, Mohamed Bouazizi s'immolait par le feu. Par cet acte fatal, ce jeune commerçant tunisien marquait ainsi son indignation face au chômage et aux multiples humiliations policières dans son pays. Sans l'avoir prémédité, il donnait là le coup d'envoi d'une vaste révolution populaire en Tunisie. C'est le début du printemps arabe. La région dans laquelle il vivait, et encore, elle est parmi les régions les plus défavorisées, c'est Sidi Bouzid, qui est dans les steppes. J'avais trop de chômage, trop de problèmes, c'est-à-dire économiques, sociaux, etc. La région était marginalisée et donc il y avait comme un creuset pour le déclenchement des contestations et des mouvements sociaux. Sidi Bouzid, la ville où Mohamed Bouazizi s'est immolé par le feu le 17 décembre 2010, sera donc le départ de ce printemps arabe qui va s'étendre au-delà des frontières tunisiennes. Ce courant de liberté fera naître de grands espoirs chez les Tunisiens et entraîner la chute du président Ben Ali. Mais 5 ans après la révolution tunisienne, quel bilan peut-on tirer et que reste-t-il du printemps arabe ? On a essayé, donc, tant bien que mal, de faire des élections libres et transparentes. Il n'y a eu presque pas de gros problèmes. Sur le plan économique, on peut parler de crises, de récession. C'est une récession technique, donc avec une croissance économique négative. Ça fait le 3e trimestre que ça dure. Le chômage donc s'est aggravé, avec aussi baisse des recettes de l'État. La sécurité, il y a eu de grandes failles, presque impardonnables, mais ces grandes failles ont quand même réussi à faire aboutir des réformes au niveau des organes de sécurité. Malgré les menaces djihadistes, la Tunisie a réussi sa transition démocratique. Le 21 décembre 2014, les Tunisiens ont élu Béji Caïd Essebsi à la tête du pays. Une alternance que la Tunisie doit sans doute au printemps arabe. Encore quelques semaines d'attente. L'ouverture du procès sur l'assassinat du général Gaye, initialement prévu ce jeudi 17 décembre, a été reportée au 21 janvier 2016. Seuls 19 des 24 prévenus avaient répondu présents à l'audience du jour. Rappelons que le général Gaye, auteur d'un coup d'État contre le président Henri Konan Bédié le 24 décembre 1999, puis vaincu par Laurent Gbagbo à la présidentielle de 2000, a été tué avec sa femme, des membres de sa famille et sa garde rapprochée. En septembre 2002, plusieurs militaires sont dans le box des accusés. C'est un sommet particulier de la CEDEAO qui s'est ouvert ce mercredi à Abuja, capitale fédérale du Nigeria. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest célèbre en effet ses 40 ans d'existence. Et bien évidemment, les questions sécuritaires dans la région sont au centre des discussions. On fait le point tout de suite avec Olivia Yere. À Abuja, la CEDEAO célèbre ses 40 années d'existence. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a vu le jour le 28 mai 1975 à Lagos. Créée avec pour objectif de départ l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'institution a rapidement intégré dans ses objectifs le maintien de la paix et la gestion des conflits dans et entre les États membres. Un 40e anniversaire célébré à l'occasion du 48e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement qui se tient du 16 au 17 décembre 2015 dans la capitale fédérale nigériane.
Au nombre des thèmes évoqués, les questions sécuritaires dans la région. En matière de sécurité, la CEDEAO est confrontée aujourd'hui à une menace très claire de la part des bandes armées qui sévissent dans la bande sahélo-saharienne et qui, de jour en jour, devient beaucoup plus agressif. Et je pense que les renseignements donnent la probabilité de nouvelles attaques sur des pays comme le Mali, le Niger aussi, mais un peu aussi le Burkina. Du coup, la CEDEAO se trouve confrontée à cette nécessité de proposer une réaction très rapide et efficace. Autre point à l'ordre du jour au sommet de la CEDEAO d'Abuja, les élections présidentielles organisées en 2015. Le Burkina Faso a notamment été cité à la tribune comme modèle de construction démocratique et le président de la transition burkinabé, Michel Kafando, félicité pour son action. Selon le président en exercice de la CEDEAO, le président du Sénégal, Macky Sall, ce bilan positif participe au renforcement de la démocratie dans la région ouest africaine. L'année qui s'achève témoigne de la consolidation de l'ancrage démocratique de notre sous-région, où 5 pays membres de notre organisation ont en effet tenu des élections apaisées, libres et transparentes. Je fais le pari optimiste que les 5 pays membres qui tiendront des élections en 2016 nous donneront chacun autant de motifs de satisfaction et de fierté. En 2016, le Cap-Vert, le Bénin, le Ghana, la Gambie et le Niger organiseront ainsi plusieurs scrutins, notamment présidentiels. Pour eux, c'en est trop. En Afrique du Sud, des milliers de personnes sont descendues dans les rues ce mercredi pour demander la démission du président Jacob Zuma. Ce dernier a provoqué la colère des Sud-Africains après avoir changé 2 fois de ministre des Finances en une semaine, entraînant des soubresauts sur les marchés. Le point avec Olivia Yéré. Environ 2000 personnes ont manifesté ce mercredi 16 décembre 2015 dans plusieurs villes d'Afrique du Sud pour demander la démission du président Jacob Zuma. Économie en berne, chômage à 25%, les Sud-Africains sont en colère. En colère contre le président de la République qu'ils accusent de placer ses intérêts personnels avant ceux du pays. Tout a commencé le 9 décembre 2015 lorsque le président sud-africain a décidé de remplacer le respecté ministre des Finances, Nalna Nene, par un de ses proches inexpérimentés, David Van Rooyen. 4 jours plus tard, ce dernier était à son tour limogé et substitué par Pravin Gordhan, qui fut ministre des Finances de 2009 à 2014. Ces multiples remaniements avaient causé la chute momentanée de la monnaie nationale, le rand et mis à mal la cote de popularité du président Jacob Zuma, déjà ébranlé par des scandales de corruption. Je pense que le pays serait nettement mieux sans Jacob Zuma à sa tête. Et je le dis avec beaucoup de tristesse. Mais nous avons été témoins ces dernières années de la destruction de toutes les grandes institutions de notre démocratie. Et je pense que l'ANC doit demander des comptes au président. Une déception qui se fait également ressentir au sein même de l'ANC, le parti au pouvoir, scindé quant aux mesures qui doivent être prises à l'encontre du chef de l'État. Le risque pour l'ANC aujourd'hui, c'est que la descente aux enfers de Jacob Zuma puisse justement affaiblir le parti. Officieusement, le parti est divisé. Il y a une partie de l'ANC qui pousse de plus en plus au soutien à la candidature de Cyril Ramaphosa, le vice-président actuel, qui a menacé même de démissionner. Jacob Zuma continuait justement avec ces zigzags économiques. Donc, il y a une autre partie de l'ANC qui n'entend pas justement répondre à ces injonctions parce que, disons, ça n'est pas dans son agenda de réfléchir au remplacement de Jacob Zuma. Cette crise qui est l'une des pires depuis l'accession de Jacob Zuma au pouvoir pourrait coûter cher au Congrès national africain lors des élections législatives de 2016. Culture à présent, c'est désormais une valeur sûre dans le paysage audiovisuel gabonais. En 5 années d'existence, Urban FM a en effet fait ses preuves, si bien que la station occupe aujourd'hui la première place des radios ayant la jeunesse comme cœur de cible. Voyez ce reportage de Serge Kofi. À moins de 40 ans, Didier Dafreshman est un entrepreneur très actif. Derrière cette silhouette se cache une véritable machine à idées. Après une licence en droit, il quitte l'université et rebondit dans l'univers des médias. Son idée, créer une radio urbaine, la première au Gabon qui donnerait une visibilité à la culture hip-hop, le graphe ou encore le street dance. Très vite, la radio prend son envol et s'impose.
Aujourd'hui, elle revendique la première place au sein des radios destinées aux jeunes du Gabon. On est numéro 1 des radios à cause de notre contenu et des actions qu'on pose sur la vie des jeunes. C'est ce qui est important. Vous savez que le Gabon, c'est un pays qui est à majorité jeune. On a 60% des moins de 25 ans dans notre pays. Et ils ont besoin d'écouter ce qu'ils aiment. Pourquoi on se positionne rapidement? Parce qu'au Gabon, les radios sont soit politiques, soit religieuses. Alors que la mentalité évolue et les gens préfèrent s'informer eux-mêmes à travers les nouvelles plateformes d'information. Et c'est comme ça qu'on fait en sorte de se positionner parce qu'on aide les gens à trouver la bonne information. En 5 ans, la radio est devenue un fleuron du paysage audiovisuel gabonais. Un passage obligé pour la promotion des artistes émergents. Chaque jour, à travers ses contenus, la radio introduit de nouvelles sources de créativité tout en rendant hommage aux anciennes tendances dont les valeurs sont essentielles. Urban FM est devenu un point de rencontre des disciplines de la culture urbaine, mais aussi des professionnels et anonymes passionnés. La première chose qu'on a faite à Urban FM, c'est de faire confiance aux jeunes. La deuxième chose qu'on a faite, c'est de nous entourer de personnes passionnées en fait. Parce que comme vous avez certainement rencontré Didier, le patron, c'est parti d'un rêve et d'une passion en fait. Et donc on s'entoure de personnes qui sont à la fois des rêveurs, mais aussi des passionnés. C'est le mélange rêve et passion qui donne le dynamisme. Parce que quelqu'un qui rêve et qui est passionné parce qu'il fait, a tout le temps envie de travailler, il ne se fatigue pas, il innove. La radio est aussi une entreprise qui rapporte. Avec 25 employés, Didier Dafresh ne compte pas s'arrêter là. Sûr de son dynamisme, il affirme mettre sur pied une télévision urbaine très prochainement. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.